Les lustres de Pemberton House projetaient leur lumière dorée sur l'éclat assemblé de la société londonienne, chaque prisme de cristal diffractant l'illumination en un millier de fragments d'encens qui miroitaient sur les robes de soie et les gorges parées de bijoux, transformant la salle de bal en une constellation d'étoiles terrestres où les familles les plus ambitieuses de la saison exposaient leurs trésors et leurs manigances avec une égale brillance. L'air était lourd des senteurs mêlées de fleurs de serre chaudes, de parfums coûteux et de bougies en cire d'abeille, tandis que les cordes de l'orchestre tissaient des mélodies qui flottaient au-dessus du murmure constant des conversations, des rires et des calculs chuchotés des mères marieuses. Pourtant, à la périphérie de cette assemblée scintillante, partiellement masquée par une colonne de marbre ornée de rosiers grimpants, se tenait Lady Beatrice Ashworth, une silhouette si immobile qu'elle aurait pu être taillée dans la même pierre qui soutenait sa solitude. Sa robe d'un violet profond, appropriée pour son demi-deuil, était de bonne facture mais simple, dépourvue des embellissements élaborés qui marquaient les débutantes ambitieuses qui tourbillonnaient sur la piste de danse comme des oiseaux brillants, exhibant un plumage destiné à attirer l'attention la plus avantageuse. Elle avait 28 ans, jeune en années, mais ancienne, selon l'arithmétique cruelle de la société, qui mesurait la valeur d'une femme à ses perspectives plutôt qu'à sa personne. Veuve depuis 18 mois, après un bref mariage avec le vieux Lord Ashworth, un homme bienveillant qui lui avait offert la respectabilité en échange de compagnie dans ses dernières années, Béatrice se retrouvait avec peu de choses au-delà d'une modeste rente et de la distinction douteuse de son titre. Le ton lui avait initialement montré la sympathie de pure forme due au deuil, mais lorsqu'il devint évident que son héritage n'attirerait pas de nouveaux prétendants de conséquence, elle avait été tranquillement reléguée à ce territoire obscur occupé par celle que l'on jugeait n'être plus pertinente pour les interminables campagnes matrimoniales de la société. Elle observait les danseurs avec une expression qui ne révélait rien, ni envie, ni dédain, ni désir, ni amertume. Ses yeux sombres, observant les motifs de l'assemblée avec le détachement d'un érudit étudiant des spécimens sous verre. Ici, Lady Wilmington, dirigeant sa fille vers Lord Cunningham avec toute la subtilité d'un général positionnant ses troupes. Là, l'honorable Miss Fairfax, riant avec une gaieté calculée à quelques plaisanteries faites par le riche mais ennuyeux Mr. Pemberton. Partout, l'ancienne danse de l'ambition et de l'acquisition se jouait à 3 temps, comme elle s'était jouée depuis des générations, comme elle se jouerait pour les générations à venir. Béatrice avait appris à trouver une étrange paix dans son invisibilité, cette liberté qui venait du fait d'être négligée et donc non scrutée. Puis l'atmosphère de la salle de bal changea avec le changement perceptible qui accompagne une entrée d'importance, et la compagnie assemblée se tourna comme un seul homme vers le grand escalier où le duc de Rothwell était apparu. Sa présence commandant une attention immédiate malgré le fait qu'il n'eût pas prononcé un mot. Il descendit avec une grâce dénuée de hâte, ses vêtements de soirée impeccables, son expression taillée dans l'hiver même, belle de la manière dont les paysages gelés possèdent la beauté, admirable de loin, mais interdisant l'intimité. Sa réputation le précédait comme un vent d'hiver. Le duc sauvage, le père le plus redoutable de Londres, dont la langue acérée avait réduit des hommes mûrs à des excuses balbutiantes et envoyé des mères ambitieuses fuir avec leurs filles sous le bras, dont la fortune et le titre faisaient de lui le plus grand prix de la saison, même si son comportement cruel en faisait le plus grand péril. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. La progression du duc à travers la salle de bal portait en elle le poids d'une inévitabilité glaciale, et Béatrice observa avec un intérêt détaché
L'assemblée s'écartait devant lui, comme l'eau devant la proue d'un grand navire. Les mères ambitieuses, retenant leurs filles, avec des expressions qui mêlaient l'espoir et la terreur à parts égales, car si son titre et sa fortune faisaient de lui le parti le plus désirable d'Angleterre, sa réputation sauvage faisait de toute approche un risque calculé que seuls les plus désespérés ou les plus sottes osaient tenter. Lady Hartwick fit la première tentative. Propulsant sa fille aînée en avant avec une main fermement pressée contre le dos de la jeune fille, et la pauvre enfant, Miss Amelia Hartwick, à peine 17 ans et tremblant visiblement, exécuta une révérence si profonde qu'elle faillit perdre l'équilibre. « Votre grâce » minauda Lady Hartwick, sa voix portant à travers le silence soudain qui s'était abattu sur leur coin de la pièce. « Vous vous souvenez sûrement de ma fille Amelia, de la garden party de la duchesse de Marlborough, une fille si talentueuse. Elle joue du pianoforte avec brio, et ses aquarelles ont été très admirées. » Les yeux pâles du duc se posèrent sur la mère, et la fille, avec l'intérêt clinique que l'on pourrait accorder à un insecte découvert sous une pierre retournée, et lorsqu'il parla, sa voix porta parfaitement à travers l'assemblée silencieuse, chaque mot énoncé avec une clarté dévastatrice. « J'ai pour principe, madame, de ne jamais me souvenir de ce qui fait si peu d'impression à la première rencontre, et je crains que les accomplissements de votre fille, aussi brillants que vous puissiez les trouver, ne tombent carrément dans cette catégorie de médiocrité oubliable qui caractérise la plupart des jeunes dames que me présentent leurs mères avides. » La couleur quitta le visage de Lady Hartwick comme s'il l'avait frappée, et les yeux de la pauvre Miss Amelia s'emplirent de larmes qu'elle ravala furieusement, ses mains serrées si fort dans ses jupes que ses jointures blanchirent. Mais le duc était déjà passé outre avec l'aisance dédaigneuse de celui qui a écarté un inconvénient, son attention déjà ailleurs, et la foule qui observait relâcha un souffle collectif. Deux autres tentatives suivirent en succession rapide. Mrs. Pemberton avec sa deuxième fille, Lady Quinton avec sa nièce, et chacune reçut un traitement similaire, les mots cinglants du duc délivrés avec une cruauté si précise que Béatrice se trouva à la fois consternée et étrangement fascinée par la précision chirurgicale avec laquelle ils démantelaient leurs prétentions, exposant les calculs mercenaires sous leur courtoisie mielleuse. Puis Lady Pemberton, piquée par l'humiliation publique de sa fille et cherchant à restaurer sa propre importance par la méthode consacrée d'élévation de soi par la diminution d'autrui, tourna son attention vers le coin sombre de Béatrice, sa voix calibrée pour porter à travers la compagnie assemblée avec la fausse douceur du miel empoisonné. « Bien que je suppose, déclara-t-elle, son éventail s'ouvrant avec une emphase théâtrale, que le duc n'a pas besoin de se préoccuper des débutantes ambitieuses quand il y a toujours des veuves désespérées qui rôdent aux abords de la société respectable, espérant que leur voile de deuil puisse inspirer une pitié suffisante pour s'assurer une seconde chance à l'importance, la pauvre chère Lady Ashworth doit trouver ces rassemblements bien torturants, entourés de tant de jeunesse et de promesses, tout en ne possédant ni l'une ni l'autre. » Le rire qui suivit ne fut pas bienveillant, et Béatrice sentit la vague froide familière de l'humiliation la traverser. Mais elle avait appris, il y a longtemps, que la dignité était une armure plus efficace que n'importe quelle défense, alors elle resta parfaitement immobile, son expression inchangée, ses mains posées calmement à ses côtés, refusant de donner à Lady Pemberton la satisfaction d'une réaction visible. Pourtant, de l'autre côté de la salle de bal, à travers la foule d'invités scintillants, les yeux pâles du duc l'avaient trouvé, et quelque chose dans son expression changea, un calcul se réarrangeant derrière cette façade gelée, et Béatrice sentit le poids de son regard se poser sur elle comme la lumière d'un soleil d'hiver, froide, pénétrante et inexplicablement troublante, d'une manière qu'elle ne pouvait encore commencer à nommer. 3 jours plus tard, Béatrice chercha refuge dans le lieu
où elle avait toujours trouvé le réconfort lorsque les cruautés désinvoltes de la société pesaient trop lourdement sur son esprit, la librairie Hatchard's sur Piccadilly, où l'odeur des reliures en cuir et de l'encre d'imprimerie créait une atmosphère de sanctuaire qu'aucune salle de bal ne pouvait égaler, et où la sagesse accumulée des siècles attendait en rang patient, indifférente au rang, à la fortune ou aux jugements arbitraires qui gouvernaient le monde au-delà de ses murs. Elle se déplaçait dans les allées étroites avec la familiarité aisée d'une longue connaissance, ses doigts effleurant les dos des volumes à la fois familiers et inconnus, cherchant cette édition particulière de Marc Aurèle dont elle avait lu la critique dans le Times Literary Supplement, lorsqu'une voix derrière elle, froide et précise comme l'hiver même, brisa sa solitude paisible d'une seule observation cinglante. « La philosophie, » remarqua le duc de Rothwell. Son ton portant cette même précision dévastatrice dont elle avait été témoin au bal, comme il est remarquablement prévisible qu'une dame cherchant à se distinguer du commun des accomplissements féminins se tourne vers les anciens pour sa prétention à la profondeur, on suppose que vous prétendrez ensuite un penchant pour Platon et vous risquerez peut-être une opinion sur l'impératif catégorique. Béatrice se retourna lentement, le fixant d'un regard qui ne contenait ni la peur ni l'empressement désespéré qui saluait habituellement son attention, sa voix, lorsqu'elle parla, portant la certitude calme de celle qui n'a plus rien à perdre et donc rien à protéger. « Je ne cherche aucune distinction, votre grâce, car j'ai appris que chercher l'attention de ceux qui sont incapables de percevoir la substance au-delà de la surface est une entreprise insensée, et quant à mes choix de lecture, ils sont ma propre affaire et ne requièrent ni votre approbation, ni votre commentaire cinglant, que j'observe que vous distribuez avec la générosité de celui qui confond la cruauté avec l'esprit. » Quelque chose vacilla dans ses yeux pâles, la surprise peut-être, ou l'irritation, et il se rapprocha, sa taille considérable l'obligeant à incliner le menton vers le haut pour maintenir le contact visuel, mais elle refusa de reculer, refusa de céder du terrain à son intimidation. Vous êtes soit remarquablement courageuse, soit remarquablement sotte, Lady Ashworth, de me parler avec un tel mépris franc des conséquences. La plupart des dames de votre condition reconnaîtraient l'imprudence d'antagoniser un duc. Elle s'autorisa l'ombre d'un sourire, amer et entendu. La plupart des dames de ma condition ont des perspectives à protéger et des ambitions à nourrir, votre grâce, alors que je n'ai ni l'une ni l'autre, ce qui m'accorde le luxe de l'honnêteté que votre titre vous empêche généralement de rencontrer, et je trouve que je préfère de loin Aurèle à votre compagnie, car lui au moins offre la sagesse plutôt que la simple condescendance déguisée en conversation. Elle se retourna vers les étagères, choisissant son volume avec un soin délibéré, et passa devant lui en direction du comptoir du libraire, le dos droit, ses mouvements sans hâte, comme si congédier un duc n'avait pas plus d'importance que de rejeter une pensée importune. Derrière elle l'entendit prendre une inspiration pour parler, mais elle ne s'arrêta pas, ne se retourna pas, ne lui accorda pas la satisfaction de son attention continue, et le temps qu'il se ressaisisse suffisamment pour la suivre, elle avait terminé son achat et était partie dans la lumière de l'après-midi, laissant le duc de Rothwell debout seul parmi les livres, pour la première fois de mémoire récente, rendu muet par une femme qui avait traité son importance avec la même indifférence que la société témoignait à la sienne, et la sensation inconnue qui s'installait dans sa poitrine ressemblait de manière troublante à de la fascination. Le duc de Rothwell se tenait à la fenêtre de son bureau ce soir-là, son reflet fantomatique sur la vitre striée de pluie.
et se surprenait à contempler la réalité déconcertante qu'une femme qu'il connaissait depuis moins d'une semaine occupait plus d'espace dans ses pensées que n'importe quelle personne n'y était parvenue au cours des 5 années écoulées, depuis que Charlotte Fairfax avait brisé ce qui restait de sa capacité à faire confiance, car Charlotte, avec ses boucles dorées et ses sourires étudiés, avait semblé être tout ce qu'une duchesse devrait être jusqu'à la nuit où il l'avait entendu rire avec son véritable amant de la facilité avec laquelle le froid duc avait été manipulé. Comment son titre et sa fortune assureraient sa position, tandis que son cœur resterait entièrement ailleurs. Et le souvenir de ce rire, cruel et dédaigneux, avait forgé l'armure qu'il portait encore, la langue féroce qui tenait le monde à bonne distance. Le comportement glacial qui assurait que personne ne prendrait plus jamais sa civilité pour de la vulnérabilité. Pourtant, Lady Ashworth avait traité son importance avec la même indifférence que la société témoignait à la sienne, avait accueilli ses paroles cinglantes, non avec des larmes ou de la colère, mais avec un calme dédain, et la sensation inconnue qui s'installait dans sa poitrine ressemblait de manière troublante à du respect, mêlé à quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'osait encore nommer. Il se détourna de la fenêtre, se dirigeant vers son bureau, où il maintenait la distance soigneusement entretenue entre lui-même et le monde, mais au lieu de s'occuper de la correspondance qui attendait son attention, il se surprit à convoquer Greaves, son secrétaire de longue date, un homme dont la discrétion avait été testée et prouvée au cours de 2 décennies de service. « Faites des recherches », ordonna le duc, sa voix ne portant aucune de la tranchant qu'il employait en société. « Concernant Lady Beatrice Ashworth, veuve du défunt Lord Ashworth, je souhaite connaître sa situation, son caractère tel que perçu par ceux qui la connaissent au-delà des salles de bal, ses habitudes et ses occupations. Mais faites preuve de la plus grande discrétion, je ne veux pas que son nom soit associé au mien par les ragots des domestiques. » Greaves partit avec une révérence, et le duc retourna à sa contemplation, pensant à des yeux pâles qui ne contenaient ni peur ni calcul, à un dos qui restait droit sous la moquerie, à une voix qui disait la vérité sans artifice. Et il reconnut avec une clarté inconfortable que son intérêt dépassait la simple curiosité, que quelque chose dans son indifférence complète à son rang avait percé l'armure qu'il avait si soigneusement construite. Car à quoi servait une protection contre quelqu'un qui ne cherchait rien de lui, qui ne demandait ni sa faveur ni sa fortune, qui préférerait probablement ne plus jamais le rencontrer. 2 jours plus tard, Greaves revint avec son rapport, et le duc apprit ce que la société avait rejeté comme non pertinent, que Lady Ashworth était connue parmi les marchands et les commerçants pour sa courtoisie sans faille et son paiement ponctuel, malgré des moyens modestes, qu'elle faisait du bénévolat dans une école de charité à Cheapside où elle apprenait à lire à des enfants dont les parents ne pouvaient pas se permettre une éducation convenable, que son défunt mari avait 40 ans de plus qu'elle lorsqu'ils se sont mariés, un mariage arrangé par sa famille appauvrie, alors qu'elle avait à peine 17 ans, qu'elle l'avait soigné pendant sa dernière maladie avec une dévotion qu'il n'avait rien fait pour mériter, et qu'elle vivait maintenant dans une petite maison d'un quartier démodé, sa seule compagnie étant une vieille servante, son seul luxe les livres qu'elle achetait avec une économie prudente dans des boutiques comme Hatchard's. Le duc absorba ces détails avec la même attention concentrée qu'il apportait aux affaires et à la politique, et sentit quelque chose changer dans sa vision du monde soigneusement entretenue, car voici une femme qui possédait une substance authentique sous le mépris de la société, qui avait survécu à des circonstances qui auraient brisé un esprit moindre, qui en était sortie avec sa dignité et sa gentillesse intacte, malgré toutes les raisons de devenir amère, et il se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, l'armure n'était pas la force, mais simplement la peur déguisée en invulnérabilité, et que le vrai courage dont il avait été témoin n'était pas sa langue féroce, mais son refus silencieux de laisser la cruauté
diminuer son être essentiel. Le matin suivant, Béatrice retourna chez Hatchards à la recherche d'un volume sur l'éthique stoïcienne, et se trouva peu surprise mais étrangement troublée lorsque le duc de Rothwell se matérialisa dans la section philosophie, comme si sa présence là était l'événement le plus naturel du monde, ses yeux pâles rencontrant les siens avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer avant qu'il ne remarque. « Lady Ashworth, quelle remarquable coïncidence de vous rencontrer ici de nouveau, bien que j'avoue qu'après notre dernier échange, je me suis surpris à contempler moi-même Aurel. Peut-être pourriez-vous me recommander par où commencer avec les méditations. » Et elle reconnut immédiatement que ce n'était nullement une coïncidence, qu'il avait d'une manière ou d'une autre appris ses habitudes et arrangé cette rencontre. Pourtant, elle ne put se résoudre à fuir comme l'exigeait son instinct, et répondit au contraire avec une neutralité prudente. Livre 2, Votre grâce, où il écrit sur la capacité de l'âme à maintenir sa tranquillité quelles que soient les circonstances extérieures, bien que je soupçonne que vous ayez peu besoin d'une telle philosophie, étant donné votre apparente imperméabilité aux opinions des autres. 3 jours plus tard, elle visita le British Museum pour étudier les marbres d'Elgin, ces fragments controversés de l'Antiquité qui avaient consumé les débats artistiques de Londres, et le découvrit déjà présent dans la galerie, étudiant la frise du Parthénon avec une intensité qui suggérait un intérêt sincère plutôt qu'une simple présence à la mode, et quand il se tourna pour la saluer, elle vit dans son visage quelque chose au-delà du masque sauvage qu'il portait en société. Une réflexion qui le faisait paraître plus jeune et en quelque sorte plus humain. « Les critiques disent que Lord Elgin a commis un vol, observa-t-il, en déplaçant ses œuvres de leur lieu légitime, mais je me demande si la préservation de la beauté ne pourrait pas justifier la transgression lorsque l'alternative est la destruction. Quel est votre avis, Lady Ashworth ?» Elle se rapprocha pour examiner les figures sculptées, leur forme de marbre toujours gracieuse malgré les dommages et le temps, et pesa ses mots avec soin avant de répondre. « Je pense, votre grâce, que le contexte donne son sens à la beauté, et que déplacer quoi que ce soit de sa place appropriée, aussi bien intentionnée que soit la préservation, le laisse à jamais incomplet, à jamais aspirant à ce qui a été perdu. » Il resta silencieux un long moment, et elle se demanda s'il comprenait qu'elle parlait de plus que du marbre. La semaine suivante, lors de sa promenade matinale habituelle à travers Green Park, où la lumière précoce tombait doucement à travers les arbres et les foules à la mode n'était pas encore apparue, elle le trouva marchant sur le même sentier, et bien qu'elle se dit que ce devait être une coïncidence, son cœur savait mieux et battait plus vite malgré l'insistance de son esprit à la prudence. « Vous êtes persistant, votre grâce, dit-elle doucement, mais je ne saurais comprendre pourquoi vous continuez à chercher ces rencontres. Un duc a sûrement des exigences plus pressantes sur son temps que de troubler une veuve sans conséquence. » Il se mit à son pas, sa longue foulée ajustée pour correspondre à son rythme, et quand il parla, sa voix manquait de son tranchant habituel. « Peut-être ai-je découvert que l'importance est une question de perspective, Lady Ashworth, et que les rencontres les plus importantes sont souvent celles que la société juge insignifiantes, ou peut-être trouve-je simplement votre compagnie préférable à la désespérante flagornerie qui entoure habituellement mon titre. Vous seul ne semblez ni impressionné par mon rang, ni effrayé par ma réputation, et j'avoue que je trouve cette qualité de plus en plus rare et infiniment précieuse. » Des semaines passèrent dans ce schéma prudent de rencontres calculées, chaque rencontre révélant des couches sous l'extérieur sauvage qu'il montrait au monde. Pourtant, Béatrice maintenait sa distance polie, son cœur cuirassé contre l'espoir, même si son esprit reconnaissait son apparente sincérité, car elle avait appris que l'espoir était l'indulgence la plus dangereuse
pour ceux que la société avait jugés sans importance. La bibliothèque privée de Lord Harrington occupait le rez-de-chaussée de sa résidence de Mayfair, une cathédrale du savoir où des volumes reliés en cuir grimpaient jusqu'à des plafonds voûtés et où l'odeur du vieux papier se mêlait à la cire d'abeille et à la légère senteur de moisi des siècles. Et Béatrice avait demandé l'accès avec la lettre d'introduction formelle que les relations savantes de son défunt mari lui avaient permise, n'imaginant jamais que lorsqu'elle arriverait le mardi matin convenu, un portefeuille de notes sous le bras pour rechercher l'évolution de la structure dramatique d'Esquilée à Euripide, elle trouverait le duc de Rothwell déjà installé à l'imposante table de lecture en chêne, entouré de sa propre collection de textes qu'elle reconnut avec un sursaut comme des éditions de Sophocle et des commentaires sur la mise en scène classique. « Votre grâce, dit-elle doucement, sa voix portant dans l'espace feutré où même les bruits de pas semblaient une intrusion. Je ne savais pas que vous aviez obtenu l'accès à la collection de Lord Harrington. Si j'avais su, j'aurais choisi un autre jour pour mes recherches. Je ne voudrais pas déranger votre travail. » Il leva les yeux du volume devant lui, et elle vit la surprise vaciller sur ses traits avant d'être remplacée par quelque chose qui aurait pu être du plaisir, si elle s'était permis de l'interpréter si généreusement. « Lady Ashworth, il semble que nous soyons destinés à suivre des chemins parallèles. J'examine le traitement du destin contre le libre arbitre dans la tragédie grecque, un sujet qui, je l'avoue, a consumé mes pensées ces derniers temps. S'il vous plaît, la bibliothèque est assez vaste pour nous accueillir tous les deux sans dérangement, à moins que ma présence ne vous soit importune. » Elle hésita sur le seuil, parfaitement consciente qu'accepter signifiait des heures en sa compagnie, sans le tampon des espaces publics ou la possibilité d'une retraite facile. Pourtant, l'attrait de ses recherches et l'occasion rare d'accéder à ces précieux textes surmontèrent sa prudence, et elle se dirigea vers l'autre bout de la table, maintenant ce qu'elle espérait être une distance suffisante, tout en pouvant accéder au volume pertinent. Des heures passèrent dans un silence quasi total, rompu seulement par le bruissement des pages tournées et le grattement de la plume sur le papier, et Béatrice se surprit à se détendre progressivement dans le calme complice, levant parfois les yeux pour le trouver absorbé dans son travail avec la même intensité qu'elle apportait au sien, ses traits durs adoucis par la concentration jusqu'à ce qu'elle puisse presque oublier la réputation sauvage qui le précédait. C'est lorsqu'elle rencontra une lacune particulièrement frustrante dans sa compréhension du rôle du cœur dans Agamemnon qu'elle parla sans réfléchir, plus à elle-même qu'à lui. Comment concilier la connaissance par le cœur de la tragédie à venir avec son incapacité à l'empêcher? Ils voient, et pourtant ne peuvent agir. Ils savent, et pourtant ne peuvent sauver. À quelle fin sert une telle sagesse impuissante si ce n'est à aggraver la souffrance? Le duc leva les yeux, ses yeux pâles rencontrant les siens à travers l'étendue de bois poli, et elle vit en eux une reconnaissance qui lui coupa le souffle. « Peut-être, dit-il lentement, sa voix dépourvue de toute trace de tranchant, que le but n'est pas d'empêcher la tragédie, mais d'en être le témoin, de s'assurer que la souffrance est vue et reconnue, même lorsqu'elle ne peut être arrêtée. Le cœur comprend ce que les protagonistes ne peuvent pas encore saisir, que certains destins sont tissés trop serrés pour être défaits, et pourtant ils restent, ils observent, ils pleurent. N'est-ce pas une forme de courage en soi, d'être témoin de la douleur sans se détourner? Ils parlèrent alors des prophéties de Cassandre et de la vengeance de Clytemnestre, de la manière dont les anciens Grecs comprenaient que la sagesse et le bonheur voyageaient rarement ensemble, et Béatrice sentit les murs qu'elle avait si soigneusement entretenus commencer à trembler, alors qu'elle entrevoyait non pas le redouté duc, mais un homme d'une profondeur et d'un sentiment authentique qui se débattait avec les mêmes questions sur le destin et le choix qui hantaient ses propres nuits sans sommeil. Pourtant, même si son cœur murmurait de dangereuses possibilités,
Son esprit insistait sur la prudence, lui rappelant que des moments de connexion ne constituaient pas des promesses, et qu'elle avait survécu à trop de choses pour risquer sa paix durement gagnée sur un espoir qui pourrait s'avérer aussi illusoire que les avertissements ignorés de Cassandre. Les chuchotements commencèrent à la soirée de Lady Thornbury, où Béatrice avait commis la grave erreur d'accepter une invitation qu'elle aurait dû décliner, car elle arriva pour trouver le salon déjà en effervescence de spéculation sur l'attention sans précédent du duc de Rothwell pour l'insignifiante veuve Ashworth, et bien qu'elle maintint son sang-froid en prenant sa place près du pianoforte où les laissés pour compte se rassemblaient traditionnellement, elle ne put s'empêcher d'entendre la voix de Lady Pemberton portée à travers la pièce avec une clarté délibérée. « Ma chère Lady Thornbury, avez-vous observé la fascination particulière du duc pour notre petite veuve, bien que j'avoue ne pas pouvoir déterminer si sa grâce mène quelques plaisanteries élaborées à ses dépens, ou s'il a développé un goût pour les cas de charité. Quoi qu'il en soit, on doit plaindre la pauvre Lady Ashworth, qui prend clairement son amusement pour un intérêt sincère, comme ce sera mortifiant quand il la rejettera inévitablement, comme il a rejeté toutes les femmes qui ont osé aspirer à son attention. » Les mots frappèrent comme des coups physiques, et Béatrice sentit la brûlure familière de l'humiliation monter à ses joues, même si elle gardait les yeux fixés sur sa tasse de thé, avec une détermination étudiée, se forçant à rester impassible, tandis que le cercle de dames ricanait et échangeait des regards entendus. Miss Hartwell, une jeune débutante dont la mère avait subi le dédain cinglant du duc plus tôt dans la saison, ajouta avec une malice à peine dissimulée. « J'ai entendu dire qu'il a été vu se promenant avec elle à Green Park pas moins de 3 fois la semaine dernière, et qu'il fréquente Hatchards aux heures les plus démodées. Un duc ne modifie sûrement pas ses habitudes pour une femme sans fortune ni conséquence, à moins qu'il n'ait l'intention de s'amuser de la plus cruelle des manières. Notez bien mes paroles, avant la fin du mois, nous assisterons à l'humiliation de la pauvre veuve, quand il tournera son attention ailleurs et la laissera l'objet de la pitié et du ridicule de Londres. » Pendant le reste de cette soirée interminable, Béatrice endura les regards de biais et les rires à peine réprimés de ceux qui l'avaient marquée comme la prochaine victime de scandale du ton, et bien qu'elle partît avec sa dignité intacte, elle resta éveillée cette nuit-là dans ses petites chambres louées, reconnaissant la terrible vérité que les commères avaient articulée, ce que son propre cœur craintif avait murmuré depuis le début, qu'un duc ne cherchait pas vraiment la compagnie d'une veuve démunie, que leur rencontre devait être soit un amusement élaboré, soit une diversion temporaire, et qu'elle avait été une sotte de permettre même au plus petit espoir de prendre racine dans son cœur soigneusement défendu. Les jours suivants apportèrent en plus de chuchotements, alors qu'elle se déplaçait dans les espaces restreints de Londres. Entendant son nom associé à celui du duc, sur des tons allant de la moquerie à la pitié, et même ses quelques amies restantes parmi le groupe respectable mais démodé, la regardaient avec inquiétude et de douces mises en garde sur la protection de sa réputation et de son cœur. Mrs. Weatherby, la cousine de son défunt mari, qui avait montré à Béatrice une gentillesse constante, parla franchement autour d'un thé dans le modeste salon de Béatrice. « Ma chère, je sais que vous êtes sensée, mais je dois parler en tant que personne qui se soucie de votre bien-être. Le duc de Rothwell n'est pas un homme connu pour sa constance ou ses sentiments sincères, et bien que je ne doute pas qu'il trouve votre conversation stimulante, vous devez considérer quelles pourraient être ses intentions envers une femme de votre situation. Les hommes de son rang ne se marient pas pour la compagnie intellectuelle, et toute chose en deçà du mariage détruirait le peu de position que vous conservez dans la société. Mais cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre sa fenêtre et que le froid de l'automne approchant s'infiltrait à travers les murs fins, Béatrice prit sa résolution avec la même détermination tranquille
qui l'avait soutenue à travers son mariage sans amour et son veuvage subséquent, elle se retirerait de la proximité dangereuse de l'attention du duc, retournerait à la sûre obscurité qui avait été son lot avant qu'il ne remarque son existence, cuirasserait son cœur une fois de plus contre la possibilité séduisante qu'elle puisse être vue et appréciée pour elle-même plutôt que rejetée, comme la société l'avait toujours rejetée. Car elle avait survécu à trop de choses pour risquer sa paix durement gagnée sur ce qui ne pouvait être qu'une attention temporaire d'un homme dont le monde n'accueillerait jamais vraiment quelqu'un comme elle. Le duc de Rothwell arriva à la librairie Hatchard's le mardi matin, comme c'était devenu son habitude ces dernières semaines, pour trouver le coin familier où Lady Ashworth parcourait habituellement la section philosophie manifestement vide, et bien qu'il se dit que son absence n'était qu'une simple coïncidence, quand le mercredi apporta le même vide, et que le jeudi le trouva arpentant les sentiers de Green Park, sans rencontrer sa silhouette menue se déplaçant parmi les arbres aux couleurs d'automne, il sentit quelque chose d'inhabituel et de malvenu s'installer dans sa poitrine comme une pierre jetée dans une eau calme. Le vendredi le trouva au British Museum aux heures où elle avait précédemment examiné les artefacts grecs, et quand elle n'apparut pas, il se renseigna discrètement auprès du personnel, apprenant que Lady Ashworth n'était pas venue depuis plus d'une semaine. Et ce fut cette confirmation d'un schéma plutôt que d'une coïncidence qui le força à reconnaître ce qu'il avait évité, qu'elle s'absentait délibérément de tous les lieux où ils avaient établi leur prudent rythme de rencontre. Il retourna à sa résidence dans un état qu'il ne pouvait nommer, arpentant son bureau de long en large, tandis que son secrétaire attendait avec une correspondance qui restait non lue, et que son majordome planait, inquiet de l'agitation inhabituelle de sa grâce, et le duc se surprit à revoir chaque conversation qu'il avait partagée avec Lady Ashworth, cherchant le moment où il aurait pu dépasser les bornes ou l'offenser. Mais il ne put rien identifier au-delà de leurs discours partagés sur la tragédie grecque et de la rencontre des esprits qui lui avait semblé être la première connexion authentique qu'il eût connue depuis les années où son cœur avait appris à s'armer contre les sentiments. Il dépêcha son homme le plus digne de confiance pour faire des recherches minutieuses, et ce qui lui revint ne fut pas un réconfort, mais plutôt une compréhension plus douloureuse, car il semblait que Lady Ashworth était devenue le sujet des spéculations de la société concernant ses attentions, que Lady Pemberton et son cercle avaient aiguisé leur langue sur la réputation de Béatrice, suggérant que le duc s'amusait simplement avec la pauvre veuve avant de la rejeter inévitablement au ridicule général. Et bien que son premier instinct fût la rage contre ceux qui oseraient prononcer son nom avec une telle cruauté désinvolte, sous la colère, il reconnut quelque chose de plus dévastateur, qu'elle avait entendu ces chuchotements et les avait crus, qu'elle avait jugé son intérêt comme le jeu que les langues venimeuses prétendaient qu'il était, et qu'elle avait choisi de se protéger en se retirant entièrement de sa présence. L'émotion qui l'emplit alors n'était pas la colère qu'il avait maniée si efficacement pour tenir le monde à distance, mais plutôt de la peine, un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé depuis le jour où son ancienne fiancée avait révélé son cœur vénal, et il comprit avec une clarté soudaine que quelque part dans les heures accumulées de conversation et la rencontre de deux esprits solitaires, Lady Beatrice Ashworth était devenue essentielle pour lui, d'une manière qu'il ne s'était pas permis de reconnaître jusqu'à ce que son absence crée un vide qu'aucune solitude ne pouvait combler. Il se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la pluie d'octobre commencer à tomber, et reconnut qu'il était parvenu à un précipice. Il devait soit se retirer dans la cruauté sûre qui l'avait protégé si longtemps, soit faire ce qui le terrifiait le plus, c'est-à-dire la poursuivre avec une intention honnête et risquer la vulnérabilité qu'il s'était juré de ne plus jamais permettre. Et alors que la pluie s'intensifiait contre la vitre, il sut que le choix avait déjà été fait. Car il ne pouvait pas plus retourner à son ancien isolement
qu'il ne pouvait oublier la façon dont ses yeux s'étaient illuminés de passion quand elle parlait des prophéties ignorées de Cassandre, et il comprit que Lady Ashworth avait accompli ce qu'aucune autre femme n'avait réussi. Elle lui avait fait ressentir l'absence de sa présence comme une perte véritable, et cette perte exigeait qu'il affronte ce qu'elle était devenue pour son cœur soigneusement défendu. La pluie de novembre arriva sans prévenir, alors que Béatrice se dépêchait le long de Bond Street, son manteau usé serré contre l'averse soudaine qui transformait les pavés en rivière et envoyait les acheteurs se précipiter à l'abri, et elle avait bêtement renvoyé sa femme de chambre ce matin-là pour économiser les frais de location d'un fiacre. Une décision qu'elle regrettait maintenant, alors que le déluge s'intensifiait et que ses bottes fines se gorgeaient d'eau en quelques instants, la laissant frissonnante et à moitié aveuglée par l'eau qui lui coulait dans les yeux. Elle avait atteint le coin de Bruton Street, cherchant désespérément un auvent sous lequel attendre la fin de l'orage, lorsque le blason inimitable du duc de Rothwell apparut sur un coche qui s'arrêta à ses côtés avec une précision qui suggérait qu'il la cherchait, et quand la portière s'ouvrit et que sa grâce lui-même la regarda, débraillée, son expression indéchiffrable, elle sentit son cœur bondir dans un tumulte d'émotions qu'elle avait passé un mois à essayer de réprimer. « Lady Ashworth, vous allez attraper la mort, » dit-il, sa voix portant cette autorité familière qui attendait l'obéissance. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous conduire à votre résidence. » Elle ouvrit la bouche pour refuser, la fierté et la prudence se livrant bataille en elle, alors même que la pluie la fouettait sans pitié. Mais avant qu'elle ne puisse formuler les mots d'un refus poli, un coup de tonnerre secoua l'air même, et les cieux se déchaînèrent avec une fureur renouvelée, et elle se surprit à accepter sa main gantée et à grimper dans le sanctuaire chaud et sec de sa voiture, avec un abandon qui ressemblait à plus qu'une simple capitulation face au temps. L'intérieur était intime, comme le deviennent tous les espaces clos lorsqu'ils sont occupés par deux personnes qui se sont évitées, les sièges en cuir brillant dans la faible lumière filtrée par les fenêtres striées de pluie, et alors que la voiture s'ébranlait, elle devint parfaitement consciente de sa présence à côté d'elle, assez proche pour qu'elle puisse sentir l'odeur de santal de son savon et voir la tension dans sa mâchoire. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent assis en silence, rompus seulement par le tambourinement de la pluie sur le toit et le bruit des sabots éclaboussant les flaques, et Béatrice garda les yeux fixés sur ses mains tremblantes, se forçant à maintenir le sang-froid qui était devenu sa seule défense contre un monde qui la voyait comme insignifiante, jusqu'à ce que sa voix coupe la gêne avec une franchise qui lui coupa le souffle. « Pourquoi m'avez-vous évité, Lady Ashworth ?» La question flottait entre eux, impossible à dévier ou à ignorer. Et elle sentit les murs soigneusement construits au cours des dernières semaines commencer à se fissurer sous le poids de son regard constant, car il la regardait avec une intensité qui exigeait l'honnêteté plutôt que les évasions polies que la société préférait, et elle découvrit qu'après un mois de solitude et l'écho de leur conversation hantant ces chambres silencieuses, elle ne possédait plus la force de dissimuler. « Parce que je ne suis pas une sotte, votre grâce, » dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement mais ses mots clairs. « J'ai entendu ce que la société murmure à propos de vos attentions envers une veuve insignifiante. J'ai enduré les spéculations sur le fait que vous vous amusez à mes dépens ou que vous vous lassez simplement de proies plus difficiles. Et je ne serai pas l'objet des moqueries de Londres quand vous vous lasserez inévitablement de la diversion que ma compagnie vous a fournie et que vous tournerez votre intérêt ailleurs. J'ai survécu à trop de choses pour marcher volontairement vers l'humiliation les yeux ouverts. » Les mots sortirent comme une confession arrachée à son cœur prudent, et elle vit son expression passer de la surprise à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la douleur. Et quand il parla de nouveau, sa voix portait une intensité qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant, pas dans leur joute sur la philosophie ou leur discussion prudente sur la tragédie grecque, mais quelque chose de brut et de non gardé,
qui lui fit oublier entièrement qu'il n'était qu'un duc et une veuve rejetée, piégé par les circonstances dans une voiture trempée de pluie. « Vous croyez que je me suis amusé avec vous ?» dit-il, et il y avait une véritable peine dans son ton qui perça ses défenses plus efficacement que n'importe quelle déclaration n'aurait pu le faire. « Lady Ashworth, Béatrice, durant le mois de votre absence, j'ai ressenti votre perte comme je n'ai rien ressenti depuis que j'ai appris à cuirasser mon cœur contre tout sentiment. Vous êtes devenu essentiel pour moi d'une manière que je ne me suis pas permis de reconnaître jusqu'à ce que les coins vides de Hatchards et les sentiers silencieux de Green Park m'apprennent que je ne pouvais pas plus retourner à mon ancien isolement, que je ne pouvais oublier la façon dont votre esprit rencontre le mien, comme aucun autre ne l'a jamais fait. » Le silence qui suivit sa confession s'étendit entre eux comme quelque chose de fragile et de précieux, rompu seulement par la percussion incessante de la pluie contre le toit de la voiture, et Béatrice se surprit à fixer le duc, les larmes montant à ses yeux, n'ayant rien à voir avec la froide humidité de ses vêtements, mais tout à voir avec la vulnérabilité brute qu'elle entendait dans sa voix, car cet homme qui avait bâti sa réputation sur des rejets féroces et des remarques cinglantes, lui parlait avec une tendresse qui perçait chaque défense qu'elle avait construite autour de son cœur blessé. « Votre grâce, commença-t-elle, mais il leva une main pour arrêter ses mots, et elle vit dans son expression quelque chose de désespéré et de déterminé qui lui coupa le souffle. « Non, laissez-moi finir, car j'ai passé 6 ans à m'armer contre tout sentiment au-delà du mépris pour une société qui valorise l'apparence au détriment de la substance et l'ambition au détriment de l'authenticité, dit-il, ses yeux sombres retenant les siens avec une intensité qui rendait le petit espace de la voiture chargé d'électricité. Quand Lady Caroline Hartley a accepté ma proposition il y a 7 ans, je croyais en l'amour et à la connexion et à tous ces jolis sentiments que les poètes décrivent, pour découvrir à la veille de notre mariage qu'elle entretenait une liaison avec l'intendant de son père et ne cherchait mon titre que pour légitimer un enfant qui n'était pas le mien. Et quand je l'ai confrontée, elle a ri et m'a dit que j'étais un sot de penser qu'elle pourrait jamais désirer un homme aussi froid que moi, que ma fortune et ma position étaient tout ce qu'elle avait jamais voulu, et quelque chose en moi est mort ce jour-là, Béatrice, quelque chose que je croyais ne jamais pouvoir être ressuscité. Elle sentit les larmes couler à l'usage de son prénom, à la douleur qu'elle entendait sous ces mots prudents, et elle comprit à cet instant que sa cruauté n'avait jamais été innée, mais plutôt construite, un mur bâti brique par brique de trahison et d'humiliation, et elle reconnut dans son histoire des échos de son propre mariage avec Lord Ashworth, différents dans les détails, mais similaires dans la manière dont tous deux leur avaient appris à garder leur cœur contre de nouvelles blessures. « Je me suis transformé en quelque chose de redoutable, » continua-t-il, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai cultivé une réputation de rejet féroce et de remarques cinglantes, parce que si les gens me craignaient, ils ne pouvaient pas me blesser. S'ils me croyaient incapable de ressentir, alors personne ne chercherait à exploiter mes sentiments à leur profit. Et pendant 6 ans, cette stratégie m'a bien servi. Je me suis déplacé dans la société, intouché et intouchable, jusqu'à la nuit où je vous ai vu debout, au bord de la salle de bal de Lady Tremaine, maintenant votre dignité, tandis que le cercle de Lady Pemberton se moquait de vous. Et j'ai vu en vous une force que je n'avais jamais réussi à atteindre, la capacité de faire face à la cruauté sans devenir cruel en retour, de survivre au rejet sans perdre votre gentillesse essentielle. » Sa main bougea comme pour atteindre la sienne, mais s'arrêta à mi-chemin. Planant dans l'espace entre eux, et elle vit dans ce geste avorté combien de courage cette confession lui coûtait, à quel point il démantelait l'armure protectrice qu'il avait gardée à l'abri de nouvelles trahisons.
Vous avez percé cette armure sans essayer, Béatrice, dit-il, sa voix rauque d'émotion. À travers nos discussions sur la philosophie et la tragédie, à travers votre refus de vous plier à ma réputation, à travers la façon dont votre esprit rencontre le mien comme aucun autre ne l'a jamais fait, vous m'avez fait ressentir à nouveau, et je découvre que je ne souhaite plus être intouchable, si cela signifie que je ne peux pas connaître le contact de votre estime. Je ne souhaite plus être à l'abri de la douleur, si la sécurité exige que je vive sans la possibilité de votre présence dans ma vie. Elle ne put retenir le sanglot qui lui échappa alors, car elle comprenait exactement ce qu'il lui offrait, pas seulement son intérêt ou sa protection, mais son cœur vulnérable, et elle savait que sa réponse à ce moment déterminerait tout, qu'elle pouvait se retirer dans la sécurité de ses propres murs protecteurs, ou qu'elle pouvait répondre à son courage avec le sien. « Je l'ai ressenti aussi, » murmura-t-elle, sa voix se brisant mais ses mots clairs. Cette connexion entre nous que j'ai essayé de me convaincre n'était que simple civilité ou compatibilité intellectuelle. Mais durant le mois où je vous ai évité, j'ai découvert que l'absence avait creusé un vide dans mes journées que rien d'autre ne pouvait combler. Que me manquaient non seulement nos conversations, mais la façon dont vous me voyez comme plus qu'une veuve rejetée sans conséquence, la façon dont vous défiez ma pensée et respectez mes opinions, et me faites sentir que mon esprit et mon âme comptent pour quelqu'un dans ce monde qui m'a appris que j'étais insignifiante. Sa main acheva enfin son voyage pour couvrir la sienne, son contact doux malgré le tremblement qu'elle pouvait sentir dans ses doigts, et la chaleur de ce contact sembla parcourir tout son corps, chassant le froid de la pluie et la froide solitude qui avait été sa compagne constante depuis que la mort de Lord Ashworth l'avait laissée seule dans un monde indifférent. « Alors donnez-moi du temps, » dit-elle, rencontrant ses yeux avec une franchise qui lui coûta tout. « Donnez-moi le temps de croire que ceci est réel, et non une autre plaisanterie cruelle que la société joue à ceux d'entre nous qui ont appris à ne rien attendre. Donnez-moi le temps de croire que le duc de Rothwell voit vraiment de la valeur dans la femme que la société juge sans importance, et je vous promets que j'essaierai d'avoir le courage que cette vérité mérite, car vous m'avez donné votre vulnérabilité, et c'est un cadeau que je ne prendrai pas à la légère. » Il hocha lentement la tête, et elle vit dans son expression à la fois le soulagement et la détermination, et bien que la pluie continuât de tomber, et que la voiture les emportât à travers les rues de Londres vers sa modeste résidence, quelque chose avait changé entre eux dans cet espace intime, quelque chose de fragile et de nouveau, mais aussi de fort dans son fondement de compréhension mutuelle et de blessures partagées. Et alors que son pouce traçait de doux cercles sur le dos de sa main, elle sentit les premiers frémissements d'espoir que peut-être, malgré tout ce qui leur avait appris à tous deux à garder leur cœur, ils pourraient trouver l'un en l'autre un sanctuaire valant le risque de la vulnérabilité. La cour commença 3 jours après l'orage, non pas avec les grands gestes que la société attendait d'un duc poursuivant une dame, mais avec un petit volume relié en cuir des lettres de Sénèque qui arriva à la modeste résidence de Béatrice, accompagné d'une note de l'écriture précise de sa grâce, qui disait simplement « J'ai pensé que vous pourriez apprécier cette traduction, car notre discussion sur la philosophie stoïcienne semblait incomplète sans elle. » Et elle se surprit à sourire au souvenir de leur conversation des semaines auparavant sur la question de savoir si la véritable tranquillité pouvait être atteinte par la seule raison, touché qu'il se soit souvenu de ses arguments et ait cherché à poursuivre le discours même en son absence. La semaine suivante apporta une invitation non pas à un bal ou à une soirée musicale, mais à une conférence à la Royal Society sur les observations astronomiques, un événement auquel elle avait longtemps désiré assister, mais n'avait jamais osé, en tant que veuve non accompagnée et sans conséquence, et lorsqu'elle accepta, avec une note soigneusement formulée, exprimant sa gratitude. Elle découvrit que le duc lui avait déjà assuré une place d'honneur, et la traita tout au long de la soirée avec un respect qui fit comprendre à tous les observateurs qu'elle était sous sa protection,
bien qu'il ne fît aucune revendication présomptueuse sur son attention, et conversât avec elle comme avec une égale intellectuelle plutôt qu'un prix à gagner. Alors que l'automne arrivait et peignait les parcs de Londres dans des teintes d'ambre et d'or, leurs rencontres devinrent un rythme qui structurait ses journées d'anticipation plutôt que du vide creux qui avait caractérisé son veuvage, car il se présentait à sa porte chaque mercredi après-midi pour l'escorter au British Museum, où il déambulait parmi les artefacts anciens, en discutant d'histoire et de philosophie. Chaque jeudi matin, les trouvait arpentant les sentiers de Green Park, quel que soit le temps, alors qu'il partageait avec elle sa passion pour l'architecture paysagère et ses plans pour améliorer ses domaines de campagne, et les samedis soirs, il commença à l'introduire dans son monde privé en l'invitant à de petites réunions dans sa résidence où des érudits, des poètes et des artistes se rassemblaient pour débattre d'idées plutôt que d'échanger des ragots, et elle découvrit que sous l'extérieur sauvage que Londres connaissait, existait un homme d'une profonde curiosité intellectuelle et d'une douceur surprenante, qui débattait avec ferveur, mais écoutait attentivement, et dont les yeux cherchaient les siens à travers les salles bondées, comme si son opinion importait plus que toutes les autres. Elle se surprit à lui faire confiance progressivement au cours de ces semaines prudentes, non pas par de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires, mais par l'accumulation constante de petits moments qui révélaient son caractère, la façon dont il assurait son confort sans être condescendant, comment il la présentait à son cercle, non pas comme son dernier intérêt, mais comme une compagne intellectuelle estimée, dont les aperçus enrichissaient leurs discussions, les livres qu'il sélectionnait pour elle, qui montraient qu'il avait prêté attention à chaque commentaire désinvolte qu'elle avait fait sur ses intérêts, et de manière plus révélatrice, la patience avec laquelle il lui permettait de fixer le rythme de leur intimité croissante, ne pressant jamais pour plus qu'elle n'était disposée à donner, ne présumant jamais de la vulnérabilité qu'elle lui avait montrée dans la voiture trempée de pluie, mais l'honorant plutôt en prouvant par une action constante que ses sentiments étaient sincères et durables. Au moment où le froid d'octobre s'installa sur Londres et que les arbres des parcs se dressèrent nus contre des cieux gris, Béatrice réalisa que les murs qu'elle avait si soigneusement construits autour de son cœur avaient été démantelés non par la force, mais par l'érosion douce et persistante de sa constance, et elle comprit avec une clarté qui la ravissait et la terrifiait à la fois, qu'elle tombait amoureuse du duc de Rothwell, non pas de son titre ou de sa fortune, mais de l'homme qu'il se révélait être lorsque le jugement de la société s'effaçait, l'esprit brillant qui défiait le sien, le cœur blessé qui reconnaissait ses propres blessures, et le courage qu'il fallait à quelqu'un de si meurtri pour risquer de ressentir à nouveau, et elle sut que bientôt elle devrait trouver son propre courage pour lui dire que le temps qu'elle avait demandé avait transformé sa confiance prudente en quelque chose de bien plus profond et infiniment plus dangereux pour un cœur qui avait appris à s'attendre à la déception plutôt qu'à espérer la joie. L'approfondissement de leur lien n'arriva pas par une révélation spectaculaire, mais par l'intimité tranquille de conversation qui épluchait les couches de prétention protectrice, et c'est par un après-midi gris de novembre dans le bureau privé du duc, une pièce dans laquelle elle avait été surprise d'être invitée, car elle représentait son sanctuaire le plus personnel rempli de correspondances, de grands livres et de papiers privés qui parlaient de l'homme plutôt que du titre, que Béatrice se surprit à parler de son mariage avec Lord Ashworth avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais offerte à personne, décrivant comment, à 17 ans, elle avait été donnée à un homme de 63 ans par un père noyé sous les dettes qui ne la voyait que comme une monnaie pour acheter sa liberté des créanciers, comment son mari avait voulu un ornement pour ses dernières années plutôt qu'une compagne, comment elle avait passé 5 ans dans une maison qui ressemblait à un mausolée, apprenant à se faire petite, silencieuse et discrète, et comment sa mort n'avait pas apporté le chagrin, mais un terrible soulagement coupable qui lui faisait honte même en la libérant,
et elle observa l'expression du duc pendant qu'elle parlait, et ne vit pas de jugement, mais de la compréhension, et une fureur en sa faveur qui la toucha profondément, parce qu'elle venait d'un soin authentique plutôt que d'une indignation de façade. « Je comprends ce soulagement, » dit-il doucement, se levant de son fauteuil pour se tenir à la fenêtre donnant sur ces jardins où les dernières roses de l'automne cédaient à l'approche de l'hiver. « Quand ma mère est morte, j'avais 14 ans, et je n'ai pas pleuré sa perte, mais parce que je savais que mon père n'aurait plus jamais de raison de feindre la chaleur en sa présence, que sans son influence douce pour modérer sa froideur, j'affronterais toute la force de sa déception envers un fils qu'il considérait trop sensible et trop studieux pour porter correctement le nom ducal, et la culpabilité de ressentir du soulagement à la mort d'un parent est une forme particulière de tourment, parce que la société nous dit que nous devrions pleurer même lorsque la relation ne nous a apporté que peu de choses hormis la douleur. Elle le rejoignit à la fenêtre, se tenant assez près pour que leurs épaules se touchent presque, et dans la lumière déclinante, elle pouvait voir son reflet dans la vitre, paraissant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu, et elle comprit qu'il lui offrait ses propres blessures en échange des siennes, lui confiant des vérités qu'il n'avait clairement partagées avec personne d'autre. « Il m'a appris que la distance émotionnelle était une force, » continua le duc, sa voix rauque de vieille douleur, que se soucier profondément était une faiblesse, que la vulnérabilité invitait à l'exploitation, et à l'âge de 20 ans, j'avais si bien appris ces leçons que lorsque Lady Caroline m'a trahi, je me suis senti presque justifié, comme si les enseignements de mon père avaient été prouvés corrects et que j'avais été sot de croire un jour que je pouvais être à la fois fort et sensible, à la fois puissant et tendre, et j'ai passé 6 ans à me prouver à moi-même et à la société que je n'avais besoin de personne, ni de rien, au-delà de mon titre, de ma fortune et de ma capacité à abattre quiconque oserait m'approcher avec de faux sentiments ou des intentions mercenaires. » Elle se tourna pour lui faire face entièrement alors, et quand il rencontra ses yeux, elle vit en eux une solitude qui reflétait la sienne, une reconnaissance de ce qu'il en coûtait de survivre dans une société qui valorisait les apparences au détriment de l'authenticité et la protection au détriment de la connexion. Et elle tendit la main vers la sienne avec une audace qui la surprit, entrelaçant ses doigts avec les siens, avec une délibération qui parlait de choix plutôt que de hasard. « Nous sommes des âmes sœurs, vous et moi, » dit-elle doucement, « tous deux enseignés par une expérience cruelle à garder nos cœurs, tous deux blessés par ceux qui auraient dû nous chérir, tous deux survivant dans un monde qui rejette le sentiment authentique comme une faiblesse, tout en célébrant la manipulation et le calcul même qui nous ont blessés. Et c'est peut-être pourquoi je vous fais confiance comme je n'ai fait confiance à personne d'autre, parce que vous comprenez ce qu'il en coûte d'abaisser ces murs que nous avons construits. Vous savez que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt le plus grand des courages, et vous m'avez montré par votre patience et votre constance que tous ceux qui s'approchent ne cherchent pas à exploiter, à diminuer ou à utiliser. » Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures qui sembla plus intime que n'importe quel grand geste n'aurait pu l'être. Et à ce moment, Béatrice comprit qu'elle était passée au-delà de la confiance prudente de leur cours précoce à quelque chose de bien plus profond, qu'elle aimait cet homme complexe et blessé qui cachait son cœur tendre derrière une réputation féroce, et que malgré tout ce qui leur avait appris à tous deux à s'attendre à la déception plutôt qu'à espérer la joie, ils avaient trouvé l'un en l'autre un sanctuaire valant tous les risques que la vulnérabilité exigeait. La menace arriva un matin de décembre où le givre dessinait de délicats motifs sur les fenêtres de Londres et où la ville retenait son souffle dans cette immobilité particulière qui précède la catastrophe, et elle prit la forme de Lady Caroline Hartwell,
revenant en fanfare dans la société, après 6 ans à l'étranger, avec une histoire calculée pour détruire tout ce que Béatrice et le duc avaient si soigneusement construit entre eux, car l'ancienne fiancée était revenue du continent avec des récits de promesses brisées et d'abandons cruels qui dépeignaient le duc comme un scélérat qui l'avait rejeté sans raison, et elle-même comme l'innocente blessée dont le cœur ne s'était jamais remis de son rejet sauvage, et la société, toujours avide de scandales et désireuse de croire le pire de ceux qui osaient défier ses attentes, s'empara de ce récit avec un enthousiasme vicieux. En quelques jours, les chuchotements qui avaient commencé comme des spéculations sur la cour du duc à une veuve insignifiante se transformèrent en certitude que Béatrice l'avait piégée par la manipulation et les intrigues, qu'elle avait utilisé sa prétention d'intérêts intellectuels pour captiver un homme qui était clairement toujours amoureux de sa belle ancienne fiancée. Et Lady Pemberton mena la charge avec une cruauté particulière, organisant un thé où elle déclara bruyamment que les veuves sans fortune, qui attiraient soudainement l'attention ducale, employaient évidemment des méthodes qu'aucune femme respectable n'approuverait, et quand la nouvelle de cela parvint à Béatrice par son unique amie restante dans la société, elle sentit la vieille honte familière menacée de la submerger, même si elle reconnaissait l'injustice de ses accusations. Le duc, en apprenant les rumeurs par ses propres sources, entra dans une rage qui rappela à tout Londres pourquoi il l'avait craint, car il apparut à son club et administra une telle correction sauvage à Lord Pemberton concernant les ragots de sa femme que l'homme aurait pâli et balbutié des excuses. Et il fit savoir par des mots soigneusement placés aux bonnes oreilles que quiconque oserait calomnier Lady Béatrice ferait face à toute la force de son considérable déplaisir. Mais Béatrice, quand il vint la voir ce soir-là, brûlant encore de fureur protectrice, le surprit en lui demandant de cesser sa défense, de la laisser gérer ce défi à sa manière, plutôt que de le laisser mener ses batailles comme si elle était incapable de se défendre elle-même. « J'ai passé toute ma vie à être protégée, rejetée, ou à ce que des hommes parlent pour moi, croyant savoir mieux que moi ce dont j'avais besoin et ce que je méritais, dit-elle avec un calme qui démentait la peur qui bouillonnait sous son sang-froid. Et je vous aime trop pour permettre à notre relation de suivre ce schéma, de devenir un autre exemple d'un homme puissant protégeant une femme plus faible des conséquences. Ces accusations frappent au cœur de ce que nous avons construit ensemble, cette idée que je vous ai en quelque sorte manipulée, que notre connexion est fausse ou calculée, et j'ai besoin d'aborder ce mensonge moi-même, de me tenir devant la société et de dire ma propre vérité, plutôt que de me cacher derrière votre titre et votre pouvoir, parce que si je ne peux pas faire cela, alors peut-être que Lady Pemberton a raison et que je suis trop faible et trop insignifiante pour être digne de l'estime d'un duc. Il la regarda avec une expression qui tenait à la fois de l'admiration et de l'angoisse, comprenant ce qu'elle demandait, mais détestant que la cruauté de la société exige un tel courage de sa part. Et il prit ses mains dans les siennes et dit d'une voix rauque d'émotion qu'il honorerait sa demande, bien que cela aille à l'encontre de tout instinct, de la laisser affronter cette tempête seule, et à ce moment de confiance entre eux, de lui respectant son besoin de prouver sa propre force malgré son désir de la protéger, leur amour s'approfondit, même si le monde autour d'eux s'assombrissait de spéculations malveillantes et de scandales fabriqués. L'occasion de répondre à ses détracteurs se présenta 3 jours plus tard lors du rassemblement annuel de Noël de la comtesse de Harrington, un événement qui attirait l'intégralité du Londres à la mode et auquel Béatrice assista malgré tous ses instincts, la pressant de se cacher. Car elle comprenait qu'éviter la société ne ferait que confirmer les accusations de manipulation et d'intrigue que Lady Pemberton avait si efficacement répandues dans le ton, et elle entra dans l'assemblée scintillante dans une simple robe de soie grise qui ne faisait aucune concession à la mode ou à l'apparat, le menton haut,
malgré le silence immédiat qui s'abattit sur les conversations les plus proches et la façon dont les yeux suivaient sa progression à travers la pièce, avec une spéculation et un jugement non dissimulés. Lady Pemberton se tenait au centre d'un cercle de ses adeptes particuliers, sa voix portant délibérément à travers le salon, alors qu'elle remarquait bruyamment l'audace de certaines personnes qui refusaient de reconnaître leur juste place. Et Béatrice sentit la vieille chaleur familière de la honte monter dans sa poitrine, même si elle reconnaissait ce moment pour ce qu'il était, non pas une humiliation à endurer, mais une occasion de dire la vérité qui pourrait ne jamais se représenter. Et ainsi, plutôt que de se retirer à la périphérie, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, elle se dirigea directement vers le cercle de Lady Pemberton, avec un calme qui la surprit elle-même, et la pièce devint progressivement silencieuse, alors que les invités reconnaissaient que quelque chose d'inédit était sur le point de se produire. « Lady Pemberton, » dit clairement Béatrice, sa voix stable malgré son cœur battant, « vous avez porté certaines accusations concernant mon caractère et mes intentions envers le duc de Rothwell. Et plutôt que de laisser ces mensonges circuler sans contestation, je voudrais parler franchement devant cette assemblée afin que tous puissent juger de la vérité par eux-mêmes, car j'ai appris que le silence face à la cruauté est souvent pris pour de la culpabilité, alors qu'en fait, il s'agit simplement de l'épuisement de ceux qui ont été si longtemps rejetés et diminués que se défendre semble futile. » Elle se tourna lentement pour s'adresser à la salle plus large, et de l'autre côté du salon, elle aperçut le duc, figé près de l'entrée, son expression mêlant une fierté féroce et de l'inquiétude. Mais elle ne se tourna pas vers lui pour y puiser de la force, puisant plutôt dans des réserves de courage qu'elle ne savait pas posséder. « Vous prétendez que j'ai manipulé sa grâce par une fausse prétention intellectuelle et une vulnérabilité calculée, continua-t-elle, sa voix portant dans le silence attentif. Mais je vous demande de considérer ce qu'une telle accusation signifie vraiment. Elle suggère qu'une femme d'intelligence et de sentiments authentiques est si rare et si contre nature que lorsqu'une telle femme apparaît, elle doit jouer un rôle plutôt que d'être simplement elle-même. Elle suggère qu'une connexion authentique entre deux âmes blessées qui reconnaissent une souffrance similaire l'une en l'autre est impossible, et que toutes les relations doivent être fondées sur le calcul et l'avantage social. Et elle suggère que moi, parce que je suis une veuve aux moyens modestes et à l'apparence banale, ne pourrais pas attirer l'estime d'un duc par la simple vertu d'être une personne complète avec des pensées, des passions et des sentiments honnêtes, plutôt qu'un ornement décoratif conçu pour flatter la vanité masculine. Le silence s'approfondit, et Béatrice vit plusieurs visages dans la foule, passer du jugement à une reconnaissance inconfortable, car elle avait nommé les hypothèses cruelles qui gouvernaient leur société avec une franchise qui ne laissait aucune place à une prétention confortable. Le courage requis pour la vulnérabilité est quelque chose que cette assemblée reconnaît rarement, dit-elle plus doucement, mais ces mots portèrent néanmoins, car nous avons construit une société qui célèbre l'artifice et le calcul, qui apprend à nos filles à cacher leur véritable moi à la poursuite de mariages avantageux, et à nos fils à cuirasser leur cœur contre les sentiments authentiques. Et lorsque deux personnes osent abaisser ces défenses et se voir vraiment, avec leurs défauts, leurs blessures et tout le reste, nous appelons cela de la manipulation, plutôt que de le reconnaître comme la forme la plus rare et la plus précieuse de connexion humaine, et je ne m'excuserai pas d'aimer un homme qui me voit tel que je suis, ni de m'être laissé voir, alors que tout dans mon expérience m'a appris que l'invisibilité était la sécurité. Le visage de Lady Pemberton s'était figé de fureur et d'embarras, mais elle ne put trouver de réponse qui ne confirmerait pas tout ce que Béatrice avait dit, et à ce moment de son silence, le duc traversa la pièce d'un pas délibéré, et quand il atteignit Béatrice,
Il prit sa main dans la sienne et la porta à ses lèvres tout en la fixant d'un regard qui flamboyait d'amour et d'admiration, et il dit d'une voix qui porta jusqu'à chaque coin du salon. Lady Béatrice a plus de courage moral dans son petit doigt que cette assemblée tout entière n'en possède collectivement, et je me considère comme le plus chanceux des hommes qu'elle m'ait permis de connaître son véritable moi, plutôt que le masque que la société voudrait qu'elle porte. Et Béatrice sentit à ce moment, non pas le triomphe sur ses détracteurs, mais plutôt un profond soulagement que la vérité ait été dite et entendue, et elle sut en regardant le visage du duc qu'il était tombé encore plus profondément amoureux de sa force. Alors même qu'elle avait découvert des profondeurs de courage en elle-même, que des années de rejet et de diminution l'avaient presque convaincue de ne pas exister. La confrontation eut lieu 2 soirs plus tard au théâtre royal de Covent Garden lors d'une représentation du roi Léar à laquelle tout le monde à la mode s'était rendu, et Béatrice était assise dans la loge du duc à côté de lui, parfaitement consciente des centaines d'yeux qui se tournaient dans leur direction avec une curiosité et une spéculation non dissimulées, car son discours au rassemblement de la comtesse de Harrington avait créé une accalmie temporaire dans les commérages les plus cruels, mais ne les avait pas entièrement réduits au silence, et elle pouvait sentir la tension dans la posture du duc à côté d'elle. La façon dont sa mâchoire se serrait chaque fois qu'il apercevait Lady Caroline Hartwell tenant sa cour dans la loge directement en face de la leur, avec un sourire qui promettait une catastrophe imminente. Le premier acte était à peine terminé que Lady Caroline se leva de son siège avec une grâce délibérée et traversa le couloir qui reliait les loges, et Béatrice sut avec une certitude glaciale ce qui allait arriver avant même que la femme n'apparaisse à leur porte, sa beauté toujours remarquable malgré 6 ans à l'étranger, et ses yeux portant une lueur calculatrice qui parlait de plans soigneusement établis sur le point d'aboutir. Et le duc devint absolument immobile à côté de Béatrice, d'une manière qui lui rappela un loup sentant le danger, sa main se resserrant sur l'accoudoir, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent sous ses gants. Lady Caroline entra sans y être invitée, sa voix calibrée pour porter jusqu'aux loges voisines, où Béatrice pouvait voir des visages tournés sans vergogne vers leur drame, et elle s'adressa au duc comme si Béatrice n'était pas présente du tout, disant avec une douceur étudiée qu'elle était revenue à Londres spécifiquement pour implorer son pardon pour le malentendu qui avait mis fin à leurs fiançailles, que 6 années de réflexion lui avaient montré l'erreur de sa fierté et la profondeur de son estime pour lui, qu'elle espérait qu'il pourrait envisager une réconciliation maintenant qu'elle avait mûri au-delà de la jeune fille sotte qui l'avait autrefois si terriblement blessée. Le visage du duc était devenu froid et distant de la manière que Béatrice n'avait pas vue depuis leur première rencontre. Ce masque sauvage qu'il portait lorsqu'il était menacé, et elle sentit son cœur se contracter avec la terrible compréhension que ce moment définirait tout entre eux, qu'ils se tenaient maintenant à un carrefour où un chemin ramenait à la cruauté protectrice qui l'avait gardé en sécurité si longtemps, et l'autre exigeait qu'ils choisissent la vulnérabilité et l'amour devant les yeux observateurs de toute la société londonienne. Lady Caroline continua sa performance avec une habileté consommée, parlant de leur histoire commune et de leur situation similaire, de la naturalité de leur union comparée à certaines attaches malheureuses qui défiaient toute logique sociale, et sa signification était claire pour tous ceux qui écoutaient, même si ses paroles restaient superficiellement polies. Et Béatrice observait le profil du duc et voyait la guerre qui se livrait derrière ses yeux, le vieil instinct de blesser avant qu'il ne puisse être blessé à nouveau, luttant contre tout ce qui avait grandi entre eux au fil des mois de construction de confiance prudente et de révélation honnête. Le silence s'étira insupportablement, alors que le duc se levait de son siège, et Béatrice sentit le temps ralentir à l'extrême en attendant de découvrir si l'homme qu'elle aimait se montrerait à la hauteur ou si l'armure qu'il avait portée si longtemps se révélerait trop lourde à enlever.
Et Lady Caroline sourit avec une certitude triomphante, comme si sa position signalait l'acceptation de son offre, et dans les loges voisines. Béatrice pouvait entendre le bruissement des mouvements alors que la société se penchait en avant pour assister au choix du duc de Rothwell, et elle s'assit parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, son cœur se brisant à l'idée qu'elle ne pouvait pas faire ce choix pour lui, qu'il devait décider par lui-même si l'amour valait le risque d'être vu dans toute sa vulnérabilité devant la société même qui lui avait appris à garder son cœur si jalousement. Le duc se détourna de Lady Caroline et regarda directement Béatrice avec des yeux qui contenaient une émotion si nue qu'elle sentit son souffle se couper dans sa gorge, puis dans un mouvement qui fit onduler des halètements à travers chaque loge du théâtre. Il s'abaissa sur un genou devant sa chaise dans un geste si choquant et sans précédent que l'air même sembla s'immobiliser d'incrédulité, car les ducs ne s'agenouillaient pas devant des veuves sans fortune, et certainement pas devant les yeux assemblés de la société londonienne dans le lieu le plus public imaginable. Et Béatrice sentit des larmes jaillir de ses yeux, alors qu'elle comprenait l'énormité de ce qu'il lui offrait. Non seulement sa main en mariage, mais sa vulnérabilité complète, le dépouillement de chaque couche protectrice qu'il avait portée si longtemps, le courage d'être vu dans tout son sentiment devant les personnes mêmes qui lui avaient appris qu'une telle exposition était une faiblesse à exploiter. « Lady Beatrice Ashworth », dit-il d'une voix qui porta jusqu'à chaque coin du théâtre avec une telle clarté et conviction que nulle âme ne pouvait se méprendre sur sa sincérité, « je m'agenouille devant vous, non pas comme un duc s'adressant à un sujet, mais comme un homme qui a trouvé en vous tout ce qui rend la vie digne d'être vécue, et je me soucie peu de ce que la société pense de cette entorse au protocole, car la plus grande entorse serait de ne pas honorer publiquement ce que vous êtes devenu pour moi en privé. Et je voudrais que tout Londres sache que vous possédez une force de caractère, une richesse d'esprit et une beauté d'âme qui rendent toute autre considération insignifiante. Que votre courage de parler vrai à la cruauté m'a montré ce qu'est la véritable noblesse, et cela n'a rien à voir avec les titres ou les lignées, et tout à voir avec la fibre morale et le sentiment authentique. Il prit sa main tremblante dans les siennes, et Béatrice put voir Lady Caroline figée sur le seuil de la loge, son visage pâlissant de la compréhension choquée qu'elle avait catastrophiquement mal calculée. Et elle pouvait entendre les chuchotements bruissants se répandre dans le théâtre comme une traînée de poudre, alors que la société luttait pour assimiler cette démonstration sans précédent. Mais tout cela s'estompa dans l'insignifiance, alors que le duc continuait de parler avec une honnêteté si brute qu'elle sentit que son cœur allait éclater de la plénitude du sentiment qu'il contenait. « Vous m'avez appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de courage, » dit-il, sa voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. « Qu'être vraiment vu par une autre âme vaut tous les risques de douleur ou de rejet. Que l'amour, le véritable amour, pas les arrangements calculés qui passent pour des mariages dans notre monde, exige le courage d'abaisser toutes les défenses et de confier à une autre personne les endroits tendres que nous passons notre vie à protéger. Et je vous demande, devant tous ces témoins qui vous ont rejeté, sous-estimé, et n'ont pas vu votre valeur extraordinaire, de m'accorder l'honneur de passer ma vie à m'assurer que vous ne soyez plus jamais invisible, que votre éclat soit célébré plutôt que caché, que votre force soit reconnue et votre douceur chérie. Et je vous demande si vous consentez à être ma femme, non pas à cause de ce que la société attend, mais parce que nous nous voyons l'un l'autre, vraiment et entièrement, et que nous nous choisissons malgré tout. » Le théâtre était devenu absolument silencieux. Des centaines de personnes retenant leur souffle collectif en attendant la réponse de Béatrice, et elle baissa les yeux sur cet homme fier, blessé, magnifique, agenouillé devant elle, offrant tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait. Et elle sut que sa réponse ne déterminerait pas seulement leur avenir, mais serait un témoignage que l'amour authentique
pouvait exister même dans le monde artificiel du ton, que deux personnes qui avaient été brisées et rejetées pouvaient trouver l'une en l'autre l'accomplissement qu'elles n'avaient jamais osé espérer. Et ainsi, elle se pencha en avant et plaça son autre main contre sa joue avec une tendresse infinie, et dit d'une voix qui tremblait d'émotion, mais qui porta néanmoins: « Oui, je vous épouserai, non pas parce que vous êtes un duc, mais parce que vous êtes l'homme qui me voit et que je vois en retour, et je vous aime d'une plénitude que mon cœur ne savait pas pouvoir contenir. » Les larmes qui coulaient sur les joues de Béatrice furent vues par des centaines d'yeux, mais elle ne se souciait plus de leur observation, maintenant qu'elle tenait le visage du duc entre ses mains, et sentait le tremblement de son émotion contenue sous ses paumes, et elle savait que son acceptation seule ne suffirait pas, que ce moment exigeait qu'elle corresponde à sa vulnérabilité avec sa propre déclaration publique, de dire des vérités qui honoreraient le courage qu'il avait montré en s'agenouillant devant le jugement de tout Londres, et ainsi elle prit une profonde inspiration et tourna son regard pour englober le théâtre assemblé, s'adressant non seulement au duc, mais à chaque âme qui les avait rejetés tous les deux comme trop froids ou trop insignifiants pour mériter un sentiment authentique. « J'accepte votre proposition avec joie, » dit-elle d'une voix qui gagna en force à mesure qu'elle parlait. « Mais je voudrais que toutes les personnes présentes comprennent que je n'épouse pas un titre ou une fortune, mais un homme d'une profondeur et d'un sentiment extraordinaire, un homme dont l'esprit brillant a été caché derrière une réputation féroce, née de la nécessité plutôt que de la nature, un homme dont la capacité de gentillesse et de tendresse a été dissimulée sous une armure forgée dans les feux de la trahison et de la déception, et je l'épouse parce qu'il m'a montré que sous la cruauté protectrice que la société londonienne connaît, il existe une âme d'une profonde sensibilité, d'une loyauté féroce et d'un humour doux qu'il m'a fait la confiance de voir alors qu'il ne l'a montré qu'à très peu d'autres. Elle pouvait sentir les mains du duc se resserrer sur les siennes alors qu'elle continuait, et elle vit sur les visages autour d'eux des expressions allant du choc à une émotion sincère, et elle poursuivit avec la vérité qui devait être dite, peu importe comment la société pourrait juger sa franchise. « Nous nous voyons vraiment, » déclara Béatrice, sa voix résonnant clairement dans le théâtre silencieux. « Sans les masques que la société polie exige que nous portions, sans l'artifice et les jeux qui passent pour la cour dans notre monde. Et je l'aime non pas malgré sa réputation redoutable, mais parce que j'ai eu le privilège de connaître l'homme qui se cache derrière, l'homme qui discute de philosophie avec passion, qui trouve la beauté dans la poésie ancienne, qui m'a montré que le cœur qui a été le plus profondément blessé est aussi capable de l'amour le plus profond quand il trouve enfin un havre de paix. Et je me tiendrai devant vous tous pour proclamer que son choix de s'agenouiller devant moi n'est pas un abaissement de sa dignité, mais une élévation de nous deux, parce que le véritable amour exige le courage d'être vulnérable, d'être vu dans toute notre humanité imparfaite, et de confier à une autre âme les endroits tendres que nous gardons le plus farouchement. » Lady Caroline avait fui la loge pendant le discours de Béatrice, son visage un masque de fureur humiliée, et Lady Pemberton était assise, figée dans sa propre loge, avec une expression d'incrédulité stupéfaite, et Béatrice pouvait voir à travers le théâtre les visages de ceux qui s'étaient moqués d'elle se transformer alors qu'ils assistaient à un sentiment authentique exprimé sans honte ni calcul, et elle tourna toute son attention vers le duc et dit doucement, pour ses oreilles seules, bien que tous pussent voir la tendresse dans son expression. « Je vous choisis comme vous m'avez choisi, et je passerai ma vie à m'assurer que vous ne regretterez jamais le courage qu'il a fallu pour enlever votre armure et me confier votre cœur. » Le duc se leva alors et la fit se mettre debout, et devant toute la société londonienne, il l'embrassa avec une tendresse si révérencieuse que plusieurs dames dans les loges voisines furent vues, épongeant leurs yeux
avec des mouchoirs, et le théâtre éclata non pas en chuchotements de scandale, mais en applaudissements sincères, car même les membres les plus blasés du ton pouvaient reconnaître quand ils assistaient à quelque chose de rare et de précieux, et alors que Béatrice se tenait dans les bras du duc, elle comprit qu'ils n'avaient pas simplement déclaré leur amour, mais avaient transformé sa nature même en étant témoins, qu'en refusant de cacher leurs sentiments authentiques derrière les façades acceptables de la société, ils avaient revendiqué pour eux-mêmes une vérité qu'aucun ragot ou moquerie ne pourrait diminuer. Le mariage eut lieu 6 semaines après cette soirée transformatrice au théâtre, une cérémonie tenue à St. George's, à Hanover Square, qui attira tout le Londres à la mode, malgré le froid inhabituel de novembre, et alors que Béatrice descendait l'allée dans une robe de soie ivoire qui chuchotait contre les dalles de pierre, elle sentit le poids de centaines d'yeux sur elle, mais découvrit qu'elle ne se souciait plus de leur jugement, car le seul regard qui comptait était celui du duc, alors qu'il l'attendait, avec une expression d'amour et de respect si profond que plusieurs dames furent vues, épongeant leurs yeux, avant même que les vœux n'aient été prononcés. Et quand ils sortirent en tant que mari et femme, le duc l'aida à monter dans sa voiture, avec une tendresse qui contredisait toutes les réputations féroces qu'il avait jamais gagnées. Et ils partirent pour son domaine dans le Kent, où ils passèrent les premières semaines de leur mariage dans l'intimité tranquille de la découverte mutuelle, sans la surveillance constante des yeux vigilants de la société. Les mois qui suivirent apportèrent des changements qui se propagèrent à travers la société londonienne comme des pierres jetées dans une eau calme, car la transformation du duc d'adversaire redoutable en mari dévoué devint impossible à ignorer alors qu'il apparaissait aux réceptions sociales avec Béatrice à son bras et la traitait avec un respect et une affection si évidents que même les cyniques les plus endurcis virent leurs suppositions remises en question. Et plus remarquable encore, la langue acérée qui avait autrefois réduit des mères ambitieuses aux larmes était maintenant employée pour la défense de ceux que la société rejetait ou négligeait, si bien que peu à peu, le duc et sa duchesse devinrent connus, non pas pour leur cruauté, mais pour leur défense du mérite intellectuel sur le pédigree vide et leur intérêt sincère pour la substance plutôt que la superficialité. Au printemps, leur résidence londonienne était devenue le lieu de rassemblement d'un nouveau genre de salon, où poètes et philosophes se mêlaient aux seigneurs titrés, où la conversation portait sur les idées plutôt que sur les ragots, où Béatrice présidait avec une grâce tranquille qui commandait le respect plutôt que de l'exiger. Et le ton découvrit que la veuve effacée possédait des profondeurs d'érudition et de sagesse qui faisaient honte à beaucoup de leurs hôtesses célèbres, et le duc se révéla être un homme d'un esprit et d'une générosité surprenants parmi ceux qui engageaient son esprit plutôt que simplement son titre, et ensemble, ils créèrent un espace où une connexion authentique pouvait s'épanouir au milieu d'une société construite sur l'artifice. Leurs œuvres de bienfaisance s'étendaient au-delà des causes à la mode que les dames de la société défendaient pour les apparences, car Béatrice avait connu la pauvreté et comprenait ses humiliations écrasantes, et elle utilisa sa nouvelle position pour créer des écoles pour les veuves et les orphelins, pour financer des bibliothèques de prêt dans les quartiers où les livres étaient des luxes hors de portée, pour créer des opportunités pour les femmes dont les circonstances les avaient rendues invisibles à une société qui mesurait la valeur en dot et en relations. Et le duc égala ses efforts avec sa propre attention à la réforme des conditions sur ces domaines, améliorant le logement de ses locataires, assurant des salaires équitables à ceux qui travaillaient ces terres, démontrant par l'action, plutôt que par les mots, que la noblesse devrait se mesurer à la responsabilité morale, plutôt qu'aux simples privilèges hérités. Lady Pemberton et son cercle de moqueurs se virent progressivement exclus des invitations les plus désirables,
alors que le centre de gravité de la société se déplaçait vers la chaleur authentique et la stimulation intellectuelle offerte à la résidence Rothwell, et tandis qu'ils chuchotaient entre eux que le duc était ensorcelé et que la veuve parvenue dépassait sa condition, leur venin trouvait moins d'oreilles réceptives à mesure que de plus en plus de membres du ton découvraient que le sentiment authentique et la conversation significative procuraient une plus grande satisfaction que les ragots cruels et la flatterie vide. Et la transformation que Béatrice et le duc incarnaient ensemble devint un témoignage de la vérité que deux âmes blessées qui se trouvaient pouvaient guérir non seulement elles-mêmes, mais aussi jeter de la lumière dans les ténèbres qui les entouraient, montrant aux autres que la vulnérabilité était une force et que l'amour authentique valait tous les risques que la société prétendait qu'il comportait. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce mariage de novembre, et l'après-midi de printemps trouvait Béatrice assise dans le salon ensoleillé de leur domaine du Kent, avec leurs 3 enfants rassemblés autour d'elle, alors qu'elle lisait à voix haute un volume de mythes grecs, sa voix donnant vie au récit des dieux et des héros, tandis que Thomas, âgé de 7 ans, écoutait avec une attention captivée. Catherine, 5 ans, posait des questions sans fin sur la raison pour laquelle Athéna était sortie entièrement formée de la tête de Zeus, et James, 3 ans, se contentait de construire des tours avec des blocs de bois à ses pieds, et par les fenêtres ouvertes entrait l'odeur des fleurs de pommier et le chant des oiseaux qui parlaient de renouveau et de croissance, et Béatrice fit une pause dans sa lecture pour regarder les visages de ses enfants, et ressentit un contentement si profond qu'il la surprenait encore parfois par son intensité. Cette vie si différente du veuvage solitaire qu'elle avait enduré dans ces sombres mois avant que le duc n'entre dans son monde et ne transforme tout. La porte s'ouvrit, et le duc lui-même apparut, n'étant plus appelé avec formalité même par les domestiques lorsque la famille était en privé, portant une brassée de tulipes du jardin avec de la terre encore accrochée à leurs racines parce qu'il les avait arrachées dans son enthousiasme plutôt que de les couper correctement, et les enfants abandonnèrent immédiatement Béatrice pour se précipiter vers leur père avec des cris de joie, et elle regarda alors qu'il s'agenouillait pour les embrasser tous, son expression empreinte d'une joie si ouverte qu'aucune trace ne restait du duc sauvage qui avait autrefois terrorisé la société londonienne, et quand ses yeux rencontrèrent les siens par-dessus les têtes de leurs enfants, elle y vit le même amour profond qui s'était allumé dans cette librairie des années auparavant, et qui n'avait fait que s'enrichir et se complexifier avec le temps, l'expérience partagée et la construction de cette vie ensemble. Après que les enfants eurent été envoyés se laver pour le thé, le duc vint s'asseoir à côté de Béatrice sur le canapé et prit sa main dans la sienne, et elle s'appuya contre son épaule dans une intimité confortable, alors qu'ils regardaient les jardins qu'ils avaient plantés ensemble, les sentiers qu'ils avaient parcourus 1000 fois en discussion et en compagnie, le domaine qui était devenu non seulement une propriété, mais un foyer construit sur le respect mutuel et une affection sincère, et il dit doucement « Pensez-vous parfois à cette nuit au théâtre, quand j'ai fait un tel spectacle de nous deux ?» Et elle sourit et répondit « J'y pense souvent, à quel point vous deviez être terrifié de vous agenouiller devant tous ces yeux jugeurs. Combien de courage il a fallu pour montrer votre cœur alors que vous aviez passé tant d'années à le protéger. » Et il l'embrassa sur la tempe et murmura « J'étais terrifié, mais plus terrifié encore de vous perdre, de retourner à cet isolement froid que j'avais cru être la sécurité, mais qui n'était qu'une existence sans signification. » Ils restèrent assis en silence un moment, les mains jointes, les cœurs alignés, et Béatrice réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, de cette salle de bal où elle s'était tenue, invisible et rejetée, à ce salon où elle était chérie et vue, de son armure de cruauté à sa capacité de tendresse, de deux âmes blessées, se tournant autour avec méfiance à ce partenariat profond qui avait résisté au mépris de la société
et en était sortie plus fort. Et elle comprit avec une clarté cristalline que leur amour n'avait pas simplement survécu, mais s'était épanoui, parce qu'ils avaient choisi la vulnérabilité plutôt que la protection, le sentiment authentique plutôt que les façades commodes, et l'un l'autre plutôt que le chemin plus facile de rester seuls en sécurité. Et lorsque les rires de leurs enfants résonnèrent depuis le couloir annonçant leur retour, elle serra la main du duc et murmura « Nous avons construit quelque chose de beau à partir de nos fractures. » Et son sourire en réponse lui dit qu'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire, que ce bonheur domestique, cette famille, cette vie de but et de sens était la plus vraie victoire que l'un ou l'autre aurait pu revendiquer. Cher auditeur, alors que nous clôturons cette histoire de Béatrice et de son duc, de la violette qui s'est épanouie et du cœur sauvage qui a appris à s'adoucir, peut-être avez-vous reconnu dans leur parcours quelque chose de vos propres luttes avec l'invisibilité ou le rejet, ces moments où la société a regardé au-delà de vous comme si vous n'étiez qu'une décoration plutôt qu'une âme de profondeur et de valeur, et je souhaite que vous compreniez que ceux qui se tiennent à la périphérie possèdent souvent la vision la plus claire de la vérité, car ils ne sont pas aveuglés par les distractions scintillantes qui captivent ceux qui sont au centre, et ils développent des forces que les célébrités n'exigent jamais, la force de l'autonomie, le courage d'une dignité tranquille, la sagesse qui vient de l'observation plutôt que de l'adulation. L'histoire de Béatrice nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de commander l'attention, mais dans le maintien de l'authenticité lorsque le monde exige une performance, non pas en se conformant aux attentes, mais en connaissant sa propre valeur, indépendamment de la validation externe, et que ceux qui vous rejettent révèlent leurs propres limites plutôt que les vôtres, car ils manquent de la perception pour voir sous les surfaces la substance qui compte, et leur jugement dit tout de leur pauvreté d'esprit et rien de votre valeur. Considérez aussi la transformation du duc, qui nous rappelle que l'armure que nous construisons pour nous protéger de la douleur devient souvent la prison qui nous empêche de connaître la joie, que la cruauté née de la blessure ne fait que perpétuer la souffrance et nous isole davantage, et que le plus grand courage n'est pas de maintenir nos défenses, mais de les abaisser pour la bonne personne, en choisissant la vulnérabilité plutôt que la sécurité, en risquant la douleur du rejet pour la possibilité d'une connexion authentique. Leur histoire d'amour affirme qu'un véritable partenariat exige de voir et d'être vu sans prétention, que l'affection durable ne naît pas de la seule passion, mais du respect mutuel, de valeurs partagées et du choix quotidien d'honorer la complexité de l'autre, et que les liens les plus forts se forgent entre ceux qui ont connu la souffrance et ont choisi la douceur malgré tout, qui ont été blessés et ont choisi de rester le cœur ouvert, qui comprennent que chaque âme porte des cicatrices et que la compassion est la seule réponse raisonnable à notre fragilité humaine partagée. Alors, si vous vous trouvez négligé au grand bal de la vie, debout dans l'ombre tandis que d'autres dansent dans la lumière, sachez que votre valeur n'est pas diminuée par leur aveuglement, et que quelque part, une autre âme cherche exactement ce que vous êtes. Authenticité, profondeur, compréhension, connexion. Et quand vous vous rencontrerez, vous vous reconnaîtrez non pas par des attributs superficiels, mais par la résonance d'esprits parents qui ont parcouru des chemins similaires à travers la solitude vers l'appartenance. Puissiez-vous avoir la patience d'attendre une telle reconnaissance, plutôt que de vous contenter de connexions moindres qui vous diminuent. Puissiez-vous maintenir votre intégrité lorsque le monde récompense l'artifice. Puissiez-vous trouver le courage d'être vulnérable lorsque quelqu'un se montre digne de cette confiance, et puissiez-vous construire une vie de sens plutôt que de simple apparence, de sentiments authentiques plutôt que de gestes vides, d'amour qui vous voit vraiment et chérit ce qu'il trouve. Que vos nuits soient paisibles et votre cœur léger, cher auditeur, et puissiez-vous vous souvenir que la violette éclot souvent avec le plus de beauté lorsqu'elle est soignée par des mains
qui reconnaissent sa valeur. Cette histoire vous est proposée par Amour et Profondeur, où nous explorons les complexités du cœur humain et célébrons les récits de transformation, de rédemption et du triomphe de l'amour authentique sur le jugement superficiel. Et si ce conte vous a touché, je vous invite à le partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de son message, à vous abonner pour que ces histoires puissent continuer à vous trouver, et à vous souvenir toujours que votre valeur existe indépendamment de qui la perçoit, n'attendant que vous pour la revendiquer pleinement.